Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Spleen et Idéal. Les réflexions de Simone de Beauvoir que j'ai partagées lors du précédent épisode ont fait écho aux vôtres. Aujourd'hui, nous allons les évoquer dans cet épisode. En gros, ce que vous m'avez dit, c'est l'émancipation par le travail, l'éducation, la culture, oui. Mais maintenant, qu'en est-il lorsqu'on choisit ou pas d'allier travail et maternité? Peut-être que l'enjeu de l'émancipation, il est aussi dans la maternité, dans les charges, dans le couple. La principale réflexion que l'on m'a communiquée est la suivante. S'il est possible de pouvoir juxtaposer travail et maternité, il n'en est pas moins très difficile de concilier les deux. Alors nous allons discuter de ça, de qu'est-ce que c'est que de travailler et de s'occuper d'un foyer? Pourquoi est-ce si difficile? En quoi et comment cela est-il une charge lourde, principalement pour la femme? Et pourquoi certaines femmes hésitent tant et renoncent parfois à la maternité? Il y a des hommes qui remplissent leur rôle dans la parentalité, mais c'est vrai qu'il est majoritairement assigné à la femme, comme si c'était naturel et que ça ne pouvait en être autrement. Dans vos réflexions et témoignages, vous m'avez communiqué combien il vous semblait difficile, parce que vous voyez autour de vous aussi, de concilier liberté et maternité à cause de toutes les charges qu'incombe et le travail et un foyer. Je vous partage une première réflexion de Simone de Beauvoir. La femme sera pour le mari un double en même temps qu'elle est soi-même. Elle se chargera de ses soucis, elle participera à ses réussites autant qu'elle s'intéressera à son propre sort et parfois même davantage. Il faut rappeler déjà que lorsqu'une femme se met en ménage avec un homme, ça lui donne parfois un avant-goût d'une potentielle maternité. Je ne dis pas que tous les hommes sont des êtres désorganisés, ne sachant pas vivre en autonomie, pas du tout. Fort heureusement. Mais il est vrai qu'on entend très souvent les mêmes plaintes chez la femme. Je dois sans cesse passer derrière lui, il ne range pas ses affaires, je dois lui prendre ses rendez-vous téléphoniques, il faut que je rappelle ça. Les hommes auraient très certainement des choses à nous reprocher, et c'est normal. Mais c'est ça de vivre en communauté. Ça ne peut pas être simple, et on ne peut pas vivre en parfaite harmonie avec l'autre. Parce que nos humeurs, nos émotions, nos pensées entrent en relation avec celles de l'autre. Dès lors, rien ne peut être parfaitement harmonieux. Et je ne parle pas non plus de ces femmes qui peuvent être très maniaques ou rigides. Non, non. Je parle des femmes comme vous et moi qui aiment ou aimeraient peut-être vivre à deux, mais qui sont effrayées par la charge d'un partenaire. Donc déjà, il y a ça. Le partenaire peut être une charge supplémentaire dans le couple, sans enfant. Il y a encore dans nos mœurs l'idée que la femme s'occupera plus du ménage, de la cuisine, des courses. Mais ça, même la femme l'a intériorisé. Et puis c'est intéressant aussi de se demander comment on élève les garçons, avec quelle image grandissent-ils. Finalement, ils reportent les schémas de leur enfance. Bon, certains en font moins par paresse, évidemment, mais dans la plupart des cas, moi je pense que c'est inconscient chez l'homme de se décharger des tâches. Il ne le fait pas exprès, il reproduit des schémas qu'il a vus dans son enfance. S'il a vu sa mère cuisiner, mettre la table, laver, repasser, il est plus enclin à penser que c'est le cours normal des choses. Et donc, il va s'attendre à retrouver ça chez sa partenaire. On est dans une ère où les choses évoluent de ce côté. Donc les hommes l'ont compris, ils participent davantage. Là aussi, il y a une double responsabilité, c'est-à-dire à l'homme de prendre conscience des choses qui évoluent, du fait qu'il doit davantage s'impliquer, de l'importance de son rôle dans certaines tâches, nous sommes d'accord. Et c'est aussi à la femme d'avoir conscience qu'elle doit se décharger un peu, que tout ne repose pas sur elle, qu'elle a son partenaire et qu'il faut oser lui dire les choses. Ça, on y reviendra. Et même s'il y a des progrès, on peut quand même se demander, ont-ils réellement cette charge dans leur tête, comme ça peut être le cas pour la femme? Quand je dis charge, c'est vraiment cette charge qui pèse, qui interfère dans nos activités quotidiennes,
comme une petite voix de fond qui peine à nous quitter et qui nous rappelle ce que l'on doit faire, qui nous empêche de nous reposer, de profiter de nos hobbies, parce que justement, des choses à faire nous attendent. Petit aparté aussi qui me semble oui, intéressante. Ce que l'on comprend aussi avec la citation de Simone de Beauvoir, c'est que la femme va souvent s'investir corps et âme dans une relation. Et ça, c'est souvent inconscient là encore. Elle va se mettre plus en retrait, elle et ses souhaits, laissant passer son partenaire en premier. Je sais pas, mais combien de fois avez-vous annulé certaines sorties ou appels ou autres parce que votre partenaire n'était disponible qu'à ce moment-là? En a-t-il fait autant? On ne se rend pas compte, mais notre partenaire prend une place importante dans notre vie et il influence toutes les autres sphères. Dans cette même continuité, elle écrit: la femme est partagée entre le désir de s'affirmer et celui de s'effacer. Elle est divisée, déchirée. Lorsqu'elle écrit s'affirmer dans ce qu'elle souhaite, c'est-à-dire, moi je comprends comme verbaliser ses souhaits, ce qu'elle aime, bref, ce qu'elle est, oser être en désaccord, etc. Mais en même temps, elle s'efface aussi par peur d'être trop. Trop ci, trop ça. Finalement, elle est un peu vouée à l'insatisfaction. Personnellement, moi j'ai souvent ressenti ça dans mes relations. Mais je m'incombe la responsabilité parce que mon dernier partenaire me laissait de la place. Mais c'est moi qui ne la prenais pas toujours. Dans le passé, depuis j'ai pris conscience de ça et ça va beaucoup mieux, mais il m'était difficile de m'affirmer, de dire ce que je voulais réellement, là ce que j'attendais, ou bien lorsque je n'avais pas envie de faire certaines choses, pour en faire seule de mon côté par exemple. Pourtant c'est tellement important, c'est comme ça que soit on solidifie le choix de notre partenaire, en se choisissant réellement pour ce que nous sommes, soit on fait du tri pour laisser de la place à quelqu'un qui nous correspond un peu plus. Ça, on en parlera on en parlera un peu plus tout à l'heure de l'importance du choix du partenaire. Maintenant, passons à la charge supplémentaire apportée par un enfant ou plus. Je cite: il semble naturel à l'homme que ce soit elle qui tienne la maison, qui assure seule le soin et l'éducation des enfants. Ça rejoint ce que l'on a dit plus haut. C'est comme si toutes ces charges étaient implicites, qu'il en va de soi, que c'est à la femme de les remplir. Que ce soit l'homme et la femme, ils ont vu leur mère remplir ces missions. C'est comme un contrat tacite entre les deux parties finalement. Donc comme je vous disais, le choix du partenaire, c'est un choix très important lorsqu'on veut des enfants. Un partenaire, si ça ne va plus, on peut s'en séparer. Un mari, c'est pareil, on peut divorcer de lui. D'ailleurs, petite anecdote, le droit au divorce aussi fut un long combat. La législation du divorce a été l'objet de nombreux remaniements. Bien qu'il soit admis provisoirement sous la Révolution en 1792, il est ensuite aboli en 1816 et il ne sera rétabli que 68 années plus tard, oui, en 1884. Alors pendant toutes ces années, bien sûr, il y a eu beaucoup de pétitions pour retrouver ce droit. Mais lorsqu'il est rétabli en 1884, le divorce est accepté dans le cas où le partenaire commet des fautes précises qui portent atteinte aux obligations conjugales. Oui, il faut attendre d'autres modifications portées par de nouvelles lois, notamment celle de 1975, pour que le divorce soit accepté sans motif, entre guillemets. Voilà, qu'on soit libre de ce choix finalement. Donc voilà, mais une fois qu'il y a un enfant, et même si c'est un divorce, on sera confronté à ce partenaire toute notre vie. Voilà, ce qui est réellement important, c'est de choisir un partenaire pour ce qui nous ressemble certes, mais aussi pour certaines qualités nécessaires que l'on devra retrouver dans le rôle d'un père finalement. Tout ça dans l'objectif aussi de pouvoir s'assurer au mieux une harmonie entre vie familiale et vie professionnelle, s'il y a. En parlant d'harmonie, je cite Simone: la plupart du temps, c'est la femme qui fait les frais de l'harmonie du foyer. Elle ajoute que la femme même estime qu'en se mariant, elle a assumé des charges dont sa vie personnelle ne la dispense pas. Vous voyez, tout ce qu'on a intériorisé, c'est incroyable, je trouve. Voilà pourquoi il me semble important de prendre le temps d'apprendre à connaître son partenaire dans une vie à deux d'abord,
d'échanger sans cesse, de poser des questions sur comment voit-il les choses. C'est pas quand l'enfant est là qu'il faut commencer à se poser certaines questions. Parce que qu'est-ce que ça comprend de gérer un foyer? C'est partager son temps entre son enfant, aller le chercher à l'école, le goûter, les devoirs, le bain, faire à manger, jouer, lire, le coucher. Mais plus encore le stimuler, le sortir, développer son imaginaire, bref, l'éduquer, éduquer un être humain. Et que reste-t-il pour soi, pour son partenaire, et que reste-t-il pour la charge potentielle de travail que l'on ramène à la maison aussi, lorsqu'on a des métiers qui requièrent un travail supplémentaire? Il y aura forcément une partie qui sera délaissée au profit de l'autre. Du moins, on ne pourra pas accomplir une partie comme on l'aurait voulu, puisque le temps doit être divisé. Et puis il y a soi, son enfant certes, mais aussi le couple. Donc en réalité, il y a 3 entités à gérer, en plus du travail s'il y a. L'autrice écrit: Je suis convaincue que la grande partie des maladies qui accablent les femmes ont des causes psychiques. C'est à cause de la tension morale dont j'ai parlé, à cause de toutes les tâches qu'elles assument, des contradictions au milieu desquelles elles se débattent, que les femmes sont sans cesse harassées à la limite de leur force. Elle précise bien qu'elles ne sont pas imaginaires, que ces maux existent, mais que la situation ne dépend pas du corps, c'est lui qui dépend d'elle. Et quand il y a une rupture, c'est lorsque la femme ne peut plus tout assumer. D'où cette importance, là encore, de prendre le temps de se connaître. Elle ajoute: elles ne reçoivent pas de la société ni de leur mari l'aide qui leur serait nécessaire pour devenir concrètement les égales des hommes. Alors tout ça, nous allons en reparler un petit peu plus tard. Il y a aussi une grande pression, je trouve, assignée aux femmes. Simone écrit ceci: elle concilie mal l'héritage de son passé avec l'intérêt de son avenir. Elle ajoute: elle se veut élégante, bonne ménagère, mère dévouée comme le sont traditionnellement les épouses. C'est une tâche qui devient facilement accablante. Elle l'assume à la fois par égard pour son partenaire et par fidélité à soi, car elle tient à ne rien manquer de son destin de femme. C'est intéressant ça. Qu'est-ce que ça veut dire? L'héritage de son passé, c'est ses ancêtres, les femmes avant elle, les blessures portées, transmises de génération en génération. Tout ça, il faut l'allier avec cette nouvelle époque où la femme s'émancipe de plus en plus. Mais il est quand même difficile de se détacher des attentes sociales, parce qu'il y en a beaucoup que l'on a intériorisées. On peut penser qu'on n'est pas concerné par elles, qu'on a dépassé ça, que ça nous laisse même indifférentes, que non, nous sommes bien indépendantes. Mais au fond, est-ce qu'on n'aspire pas parfois à remplir ce rôle? Voilà, comme des vestiges d'une pression transmise par notre génération précédente. Et puis une autre forme de pression aussi. Le premier enfant vient à peine d'arriver qu'il faudrait déjà s'activer pour faire le deuxième. À quand le prochain? À quand le deuxième? On dit jamais ça à un homme. Du moins, moi je l'entends peu. Je disais plus haut que certaines femmes hésitent et se sentent tiraillées entre 2 choix. Garder son indépendance totale? Essayer de concilier cette indépendance et la maternité? Simone écrit: à vouloir son indépendance, elle a besoin d'un effort dont elle est fière mais qui l'épuise. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Moi, je le comprends comme le fait que la société est organisée pour que l'on vive à 2. Les salaires sont bas, enfin, quand on fait un métier de première utilité, tel que professeur par exemple, ce qui est mon cas, et je pourrais en citer bien d'autres bien sûr. Donc si on vit dans une ville qui s'accorde entre guillemets avec notre salaire, ça va. Mais si c'est pas le cas, alors c'est très difficile de vivre avec un seul salaire. Tout dépend véritablement de la ville dans laquelle on vit. Si vous vivez dans le Pays Basque, je ne parle pas de Biarritz ou de la Côte, et si vous vivez à Paris, votre vie sera drastiquement différente. L'indépendance a un prix élevé. Elle écrit ça aussi, qu'on peut être tenté parfois de se mettre avec son partenaire rapidement pour ces raisons-là. Simone ajoute qu'elle a à choisir entre la stérilité, qui souvent est ressentie comme une douloureuse frustration, et entre des charges difficilement compatibles avec l'exercice d'une carrière. C'est vrai ça, on a l'impression qu'il faut choisir entre sa liberté ou la maternité.
Parce qu'une fois qu'on est mère, on a moins de temps pour soi, certes, mais il est difficile de concilier les horaires de travail, la charge de travail aussi qu'on peut ramener à la maison. Moi, je pense que l'une des grandes missions, il me semble, c'est de juxtaposer liberté et maternité. Par des aides peut-être. Je pense notamment à ceux qui n'ont pas de famille proche géographiquement. Il serait intéressant d'obtenir des aides de garde pour libérer du temps pour les parents. Je pense surtout qu'il est important de bien éduquer les garçons, leur présenter d'autres schémas, qu'ils grandissent dans un environnement où la mère cuisine, mais le père aussi, où le père lave, repasse, range, assiste aux réunions parents-prof, amène les enfants aux anniversaires. En fait, les femmes se sentent oppressées par une définition rigide de leur rôle de mère, de femme au foyer ou de femme objet. Il faut déconstruire profondément cette idée qu'une femme ou bien un homme vient sur Terre avec un rôle prédéfini qui serait rigide. C'est impossible de complètement déconstruire cette idée, on est d'accord, surtout en ce qui concerne la parentalité, la gestion du foyer et ses charges. Mais on peut soit la désamorcer du côté de la femme, soit la renforcer du côté de l'homme. Je pense vraiment que c'est en déconstruisant certaines idées et certains schémas que l'on peut espérer changer les futures générations. Et si on résume un petit peu tout ce qu'on a dit, moi ce qui me semble important, c'est que chacun comprenne son rôle, prenne ses responsabilités, ose verbaliser, dire « moi là j'ai besoin de ça, je voudrais que, qu'est-ce que tu en penses, comment on pourrait faire ?» Communiquer finalement, ne pas communiquer à outrance. Quand on voit que ça ne sert à rien, là il faut peut-être se poser des questions sur son partenaire notamment. Mais je crois que l'enjeu il est véritablement là. Prendre conscience de son rôle, essayer d'apprendre avant tout à connaître son partenaire avant d'entamer quelque chose d'aussi important qu'un enfant, et lorsqu'il y a l'enfant, eh bien toujours communiquer, et puis faire attention à la façon dont on élève nos enfants, mais en particulier nos garçons, pour qu'ils grandissent à leur tour avec les schémas que l'on souhaite leur inculquer. Personnellement, quand je rencontrerai mon prochain partenaire, je laisserai le temps à notre relation, je laisserai le temps de s'installer, tout simplement. Mais lorsque je le sentirai, j'oserai beaucoup plus affirmer ce que je souhaite. Je vous disais avant que c'était difficile pour moi. Maintenant, ça l'est plus. Je pense que j'oserais fondamentalement dire c'est mon métier, je fais ça, je l'aime, il fait partie de mon équilibre. Il y a des femmes qui se sont battues pour qu'on ait accès à tout ça. Je n'ai pas envie d'y renoncer. Donc lorsque nous aurons des enfants, ça fait beaucoup comme monologue. J'attendrai d'abord qu'ils tombent amoureux de moi. Je plaisante. Lorsque tout ça se sera instauré, je dirais voilà, si nous avons des enfants, sache que je n'arrêterai pas mon travail, mais que j'espère qu'on se sera suffisamment choisi, organisé, aimé pour entendre les ambitions de chacun et pour tout faire pour les concilier au mieux. Que ce soit au mieux pour moi, mais aussi pour toi et surtout pour notre enfant. Pour finir, on pourrait citer ce propos de l'autrice qui peut nous amener à réfléchir. Quand enfin il sera possible à tout être humain de placer son orgueil par-delà la différenciation sexuelle, dans la difficile gloire de sa libre existence, alors seulement la femme pourra confondre son histoire, ses problèmes, ses doutes, ses espoirs avec ceux de l'humanité. Finalement, le souhait de Simone de Beauvoir est de vivre en paix, unis par nos différences, et pas le contraire. Certainement pas pour des querelles de différenciation liées à un sexe ou à un autre. Ne l'oublions pas. C'est en prenant conscience de nos inconscients, justement, et de tout ce que nous avons intériorisé depuis l'enfance, que les choses continueront d'évoluer. Toutes ces réflexions, elles sont issues du siècle précédent, pourtant elles sont toujours d'actualité. Donc on pourrait me dire, oui, mais voilà, ça fait quand même quelques temps qu'elles ont été dites et écrites, elles sont peut-être un peu vétustes. Non,
on a beaucoup évolué, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve quand même qu'elles sont toujours d'actualité. Je crois que Simone de Beauvoir a souvent été mal comprise ou trop vite jugée. En réalité, elle n'a pas voulu ériger la femme comme supérieure à l'homme, pas du tout, c'est pas ce qu'elle a pensé. Oui, nous avons des différences, c'est fondamental. Par contre, ça ne doit pas nous empêcher d'être semblables, d'être sur un même pied d'égalité. Ce ne sera pas le dernier podcast sur Simone de Beauvoir, enfin le dernier épisode plutôt, parce que je me rends compte à quel point ces pensées continuent encore d'influencer notre génération et je suis persuadée les prochaines. Euh, Moi personnellement, elles me font énormément réfléchir, mais chaque jour en réalité. Elles m'ont permis de comprendre comment la société avait évolué et comment elle évolue encore et sur quel combat peut-être il faut maintenant se concentrer. Je crois aussi qu'il y a des combats collectifs, mais il y a aussi des combats individuels. Et être suffisamment éclairé, avoir suffisamment conscience de certaines choses pour pouvoir se poser les bonnes questions. Parce que maintenant on a le choix. On a le choix grâce à Simone, grâce à toutes ces femmes et certains hommes qui ont contribué. Et, euh, et voilà, et ça je trouve quand même que c'est incroyable quoi. Je vous laisse ici, je pense que j'ai assez parlé. Je file me préparer pour aller chez Emmaüs pour faire le plein de bouquins. C'est mon premier jour de vacances et écoutez, je trouve que c'est une très bonne façon de les commencer. Pas sûr que mes élèves aient la même définition que moi en ce qui concerne le premier jour de leurs vacances, mais écoutez, c'est ainsi. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à ajouter des étoiles, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.